Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Charlotte Robichon, je suis en deuxième année de doctorat à Lyon. Je travaille avec deux laboratoires qui sont le LENA et l'ISARA. Mon projet est financé par la Fondation Pierre Véraud, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, l'ESR3A, donc syndicat de la rivière d'Ain, Aval et ses affluents, et l'EUR H2O Lyon. Et dans le cadre de ma thèse, j'étudie le développement et la toxicité des biofilms de cyanobactéries sur mon terrain d'étude qui est la rivière d'Ain. Saviez-vous que depuis 2017, une vingtaine de chiens sont morts intoxiqués sur des rivières de France? Les coupables ont été identifiés, ce sont des biofilms de cyanobactéries. Donc, les problématiques d'intoxication qui sont liées à ces biofilms de cyanobactéries sont récentes puisqu'elles ont émergé dans les années 2000. Le terme algues bleues est souvent utilisé quand on parle de cyanobactéries, mais il ne faut pas s'y tromper, ce sont bien des bactéries et non pas des algues. Seulement, elles ont la particularité de pouvoir faire la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles utilisent l'énergie lumineuse pour se développer comme des plantes. Les plus connus des cyanobactéries, ce sont les cyanobactéries planctoniques que vous voyez sur la photo à gauche, qui se développent dans la colonne d'eau et qui peuvent former des blooms. Mais celles qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont les cyanobactéries qui se développent sous forme de biofilms, qui ont été à ce jour moins étudiées et qui sont un peu plus difficiles à repérer puisqu'elles vont se trouver sur le fond des cours d'eau sous forme de tapis accrochés au substrat. Donc, ces biofilms sont composés d'une multitude d'organismes qui vont cohabiter. On a bien sûr des cyanobactéries, mais également des microalgues, des champignons, des virus par exemple. Et quand les cyanobactéries sont les plus abondantes au sein des biofilms, on va parler de biofilms à cyanobactéries. Il faut savoir que toutes les cyanobactéries ne sont pas toxiques, seulement certaines sont capables de produire ce qu'on appelle des cyanotoxines, que j'ai représentées ici en jaune. Donc, elles sont produites à l'intérieur des cellules de cyanobactéries et elles y restent jusqu'à ce que la cellule éclate. Notamment lorsque les cellules meurent, par exemple. Et à ce moment-là, les cyanotoxines vont être relarguées dans l'habitat et diluées en général en concentration assez faible dans les rivières. Donc, les intoxications, elles arrivent en général quand les biofilms se décrochent du substrat. En fait, au fur et à mesure de leur maturation, les biofilms vont emprisonner des bulles d'air dans leur structure qui va leur permettre d'augmenter leur flottabilité et qui va faire qu'elles vont se décrocher, ils vont se décrocher pour former des flocs de biofilms, comme sur la photo au milieu, qui vont flotter dans l'eau et qui vont pouvoir se déposer sur les rives et ainsi être mises à portée des mammifères qui viennent se désaltérer. Donc, si ces cyanotoxines peuvent représenter un risque mortel pour des mammifères, on est en mesure de se demander quel peut être leur impact sur la biodiversité aquatique. C'est une question qui a été à ce jour encore peu étudiée par les scientifiques, malgré le fait que certains organismes aquatiques puissent consommer du biofilm pour se nourrir. Pour évaluer le risque toxique, on peut s'intéresser au risque de développement de cyanobactéries dans son ensemble. Donc, certains paramètres physico-chimiques, hydrauliques et hydrologiques ont été mis en évidence comme ayant un impact sur le développement des biofilms de cyanobactéries, comme par exemple des températures élevées, une luminosité importante et des débits assez faibles et stables dans le temps, ce qui correspond en fait à des paramètres que l'on retrouve en période d'étiage estivale. Donc, c'est des périodes qui vont être très propices au développement des biofilms de cyanobactéries. Maintenant, imaginons qu'en fonction des prédictions de ces paramètres environnementaux, on puisse connaître à l'avance les endroits et les moments où les biofilms de cyanobactéries vont se développer. Ça pourrait permettre d'agir en prévention afin de diminuer les risques d'exposition aux toxines. C'est un des objectifs de ma thèse qui vise à mettre en place un modèle statistique prédictif du développement et de la toxicité des biofilms de cyanobactéries en rivière. Mais les résultats préliminaires de ma thèse suggèrent que la vitesse du courant est un facteur prédominant dans la distribution
distribution des biofilms de cyanobactéries en rivière et qu'il serait donc important de suivre ce facteur dans le cas de suivi de développement de cyanobactéries. Un autre objectif de ma thèse, c'est d'évaluer l'impact sur le réseau trophique des cyanotoxines en étudiant leur transfert du biofilm aux organismes aquatiques qui le consomment. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous êtes intéressé ou intrigué par ces questions de développement de cyanobactéries en rivière ou de biofilms cyanobactériens en rivière, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui s'affiche ici. Vous pouvez aussi me poser des questions dès maintenant. Je serai ravie d'y répondre. Merci Charlotte. On va attendre un peu qu'il y ait des questions dans le chat. Première question, quels endroits sont mesurés sur les organismes? Ah, oui, pardon. Alors, précision, quels endpoints sont mesurés sur les organismes? Qu'est-ce que vous entendez par endpoint? Est-ce que c'est la survie? Ah, alors en fait, vous parlez du coup de... Je peux remontrer le diapo. J'imagine que vous parlez de la partie impact sur le réseau trophique. En fait, ici, on ne va pas faire de mesures physiologiques de trait de vie sur les organismes. On va simplement faire des dosages de toxines dans leur corps pour, dans un premier temps, savoir si, en consommant les biofilms, on peut aussi retrouver des toxines dans leur organisme. Je peux peut-être prendre mon micro, non? Je ne sais pas. Oui. Sandrine Charles, merci Charlotte pour cette présentation. Du coup, si vous mesurez finalement les concentrations qui sont bioaccumulées dans les organismes du réseau trophique, ça veut dire que vous pourriez envisager une modélisation de type toxicocinétique? Oui, dans un second temps, on pourrait, oui. Parce que nous, dans notre équipe à Lyon 1, on n'est pas au LENA, on est au LBBE, mais on a quand même tous les outils de modélisation pour faire ça. Donc, ça pourrait être intéressant d'échanger. Justement, tu vas écouter Ophélia tout à l'heure, et puis sinon, Aude Ratier, ça vaut peut-être le coup qu'on en discute. Oui, tout à fait, on pourrait en discuter. Après, en fait, c'est une manipulation, enfin une expérience qui est un peu préliminaire déjà. Comme on va travailler sur des échantillons environnementaux, on est, comment dire, c'est un peu exploratoire. Donc, dans un premier temps, il faut qu'on voit si on arrive à doser les toxines à l'intérieur des organismes. Mais ensuite, oui, ça pourrait être intéressant d'aller voir plus loin. On peut rester en contact là-dessus. Voilà, en tout cas, je t'ai mis un lien vers l'outil qui est développé justement avec le soutien de l'EURH2O, qui s'appelle Mosaïque Biohack. Ok, merci. 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 Alors, il y a une deuxième question. Les milieux mesurés sont-ils des eaux closes ou courantes? Alors ici, on a travaillé sur des eaux courantes uniquement. Et vous avez comme projet de travailler aussi sur des eaux closes ou... Oui, alors j'en ai pas parlé ici, mais il y a aussi un autre aspect de ma thèse où on va travailler sur des étangs dans la Dombe. On va aussi essayer de rechercher ces biofilms, donc pour le coup en eau close. Mais là, pour le moment, c'est en cours. Alors, une question par rapport à l'intérêt pour les gestionnaires de ces études. Est-ce que vous pourriez indiquer les possibles apports de ces travaux pour une structure gestionnaire? Oui, tout à fait. Alors, je pense que pour une structure gestionnaire, ce qui peut être le plus intéressant, c'est la partie prédictive sur le développement et la toxicité des biofilms de cyanobactéries. Donc, mon travail, il va viser à vraiment mettre en évidence dans quels facteurs et dans quelle mesure ces facteurs impactent le développement des cyanobactéries. Donc, ça peut déjà mettre en évidence
des paramètres de suivi pour des suivis de cours d'eau, par exemple, à ce niveau-là. Et ensuite, donc ça va peut-être dépendre de chaque rivière et de chaque cours d'eau, mais selon les structures gestionnaires, il existe des modèles hydrauliques qui peuvent être mis en place sur des rivières pour modéliser les variations de vitesse de courant en fonction du débit, par exemple. Et ça, c'est des outils qui peuvent être couplés avec ces modèles prédictifs pour avoir une vision, un résultat très visuel en fait, de où peuvent se trouver les patchs de cyanobactéries sur la rivière, qui je pense pourrait être un outil de gestion, d'aide à la gestion très intéressant. Merci. Est-ce que, d'après tes premiers résultats, la composition du substrat du fond est un paramètre clé? Alors, il semblerait. Après, ça mérite des analyses plus poussées des résultats, mais on a pu remarquer, en tout cas sur la rivière d'Ain, que les biofilms se développent en général. Là, vous pouvez le voir en fait sur la photo, c'est plutôt sur des galets de taille assez importante, au moins 5 cm de diamètre. En dessous de cette taille de granulométrie, on trouve en général pas de biofilms. Donc ça a l'air d'avoir un impact, oui, sur leur développement. Une question sur les toxines. Donc vous avez indiqué qu'elles étaient libérées dans l'eau. Est-ce que vous pouvez expliquer le processus de libération? Du coup, les toxines, elles sont produites à l'intérieur des cellules. Tant que la cellule de cyanobactéries est vivante, les toxines vont normalement rester à l'intérieur de cette cellule. Mais lorsque les cyanobactéries meurent, on a la lyse cellulaire qui arrive et donc les cellules vont éclater ou vont s'ouvrir. C'est la paroi cellulaire en fait qui va s'ouvrir et là, les cyanotoxines vont être libérées hors des cellules et dans l'eau. Et du coup, une question en lien, est-ce que quelles sont finalement les concentrations de ces toxines dans l'eau? Est-ce qu'on les retrouve en concentration importante? On les retrouve en concentration en général assez faible. Alors moi, dans mon étude, on ne les a pas dosés dans l'eau, mais ça a été fait par d'autres chercheurs sur d'autres rivières. En fait, c'est en concentration tellement faible qu'il faut que doser la toxine dans un échantillon d'eau ne suffit pas à avoir assez de toxine pour pouvoir la détecter. Donc en général, il faut utiliser des capteurs passifs qu'on va laisser dans l'eau pendant un certain laps de temps et qui va accumuler la toxine au cours du temps pour pouvoir ensuite la doser. Donc c'est quand même des concentrations qui sont assez faibles dans les eaux libres en tout cas. Toujours en lien avec les toxines, est-ce que vous savez la durée de vie des toxines après libération? Alors, ce serait difficile de vous répondre en détail, mais il y a certaines toxines qui vont perdurer longtemps dans l'environnement. Et il y en a d'autres qui vont être plus fragiles, qui vont être plus sensibles au rayonnement solaire, par exemple, et qui vont se dégrader assez vite. Donc, en fait, ça dépend du type de toxine dont on parle. Merci. Et quels sont les outils de mesure utilisés pour cette étude? Alors, pour le terrain ou en termes d'analyse? Alors, c'est pas précisé. Okay. Les deux. D'accord. Alors, sur le terrain, du coup, on a mesuré la vitesse du courant avec un courantomètre. Ensuite, on avait donc une sonde multiparamètres pour aussi prendre en compte les facteurs physico-chimiques, donc la température, le pH, la conductivité, le pourcentage d'oxygène dissous. Et on a aussi fait des mesures de luminosité photosynthétiquement utilisables avec une sonde dont j'ai oublié le nom. Et ensuite, au niveau des analyses, donc pour le dosage des toxines, on a utilisé de l'HPLC et spectrométrie de masse.
en laboratoire. Et sinon, les cyanobactéries, elles ont aussi été identifiées tout simplement au microscope. Je pense que j'ai rien oublié, mais... Merci Charlotte. Et peut-être du coup la dernière question qui est intéressante et ouverte. Est-ce que donc pourrons-nous clairement mettre en avant les liens de causalité entre développement des cyanobactéries et usage pratique et activité des bassins versants? Alors c'est très intéressant comme question. Je pense que ça peut dépendre des bassins versants et j'espère en fait qu'on va pouvoir mettre en lien ces activités et le développement des cyanobactéries. Après, ça dépend des facteurs que l'on a suivis. Donc, par exemple, je parlais tout à l'heure de la vitesse du courant qui a l'air d'avoir un impact important sur le développement des cyanobactéries. Donc, on peut peut-être réussir à faire un lien entre le développement des biofilms et activité, par exemple, des barrages, des lâchers d'eau. Et après, je ne sais pas trop quels autres types d'activités vous aviez en tête, peut-être aussi au niveau agricole, le lien entre les nutriments et le développement des cyanobactéries, même si en rivière, ça a été montré que les cyanobactéries peuvent se développer dans des eaux qui sont de très bonne qualité, donc pas forcément très riches en nutriments. Voilà, je ne sais pas si ça répond complètement à votre question. Mais... Est-ce que vous souhaitez, la personne qui a posé la question, est-ce qu'elle souhaite compléter, peut-être? Oui, merci. Je voulais me permettre de prendre la parole. Merci. Merci, bonjour à tous. Jean-François Froger de PTB Sonédou. Oui, ma question était, on travaille sur des secteurs un petit peu tendus par rapport à ça, en tout cas qu'ils l'ont été, sur le secteur de la Loue, du loup franco-suisse, du Dessoubre, avec ses aspects cyanos et notamment des problèmes de mortalité il y a à peu près une dizaine d'années. Et en fait, il y a, les questions pour nous aussi dépassent le cadre stationnel. Tel que je pense comprendre un petit peu votre approche avec des paramètres hydrologiques, des paramètres associés à voilà, la station en tant que telle. Est-ce que vous pensez effectivement pouvoir dépasser ce côté stationnel et pouvoir intégrer l'ensemble des activités? Je veux pas, voilà. Et dans l'idée des activités, effectivement, c'était à la fois des activités agricoles, des activités industrielles, des activités aussi humaines au sens strict, eaux usées, etc. Et comment, parce que c'est un vrai problème pour nous en tant que gestionnaire, comment à un moment donné on peut remonter de façon formelle, voilà, je parlais vraiment de ce lien de causalité, cause-effet, qui est très, très difficile pour vous en tant que chercheur d'ailleurs à quelquefois mettre en avant, mais comment on pouvait arriver à remonter vers justement les usages, les usagers, les pratiquants pour travailler justement sur des aspects éventuellement préventifs, palliatifs, curatifs, etc. etc. Ok, mais merci pour la précision. Du coup, donc, en effet, comme vous dites, on a travaillé au niveau stationnel, mais justement, l'objectif avec ce modèle prédictif, c'est de pouvoir remonter à l'échelle d'un tronçon ou d'une rivière dans son ensemble et de pouvoir lier les paramètres que l'on suit avec les activités potentiellement du bassin versant. Donc, pour les paramètres que l'on a suivis qui pourraient être mis en lien, ce serait du coup les nutriments, les vitesses de courant, les débits par exemple. Après, tout ce qui est qualité de l'eau, nous, on n'est pas allé plus loin que la recherche des nutriments dans l'eau. Donc, on pourra déjà travailler là-dessus, mais oui, je pense qu'il y a des liens qui seront possibles à faire pour les gestionnaires. Merci beaucoup Charlotte, merci pour toutes vos questions. Vous pouvez continuer à poser des questions à Charlotte si jamais vous en avez d'autres et elle peut vous répondre directement dans le chat. Et on va passer du coup à la deuxième présentation. Je vais vous dire bonjour à tous. Moi, je suis Julien Godefroy. Je suis actuellement en deuxième année de doctorat au sein du laboratoire EVS sur le site de l'ENS de Lyon. Et dans le cadre de mon doctorat, je travaille sur la basse vallée de l'Ain, qui est une zone située en aval d'une série de barrages hydroélectriques construits par EDF. Du fait de la présence de ces barrages hydroélectriques, le secteur qui est à l'amont de la basse vallée voit sa dynamique sédimentaire perturbée, ce qui cause notamment une incision du fond du chenal. Donc, le fond du chenal baisse.
Et du coup, les modifications morphologiques du chenal ont un impact à la fois sur les communautés aquatiques qui y vivent, mais aussi sur les communautés végétales autour du chenal, parce que sur un bassin très drainant comme celui de la basse vallée de l'Ain, le fait d'avoir une incision, ça va avoir tendance à réduire l'épaisseur de la nappe alluviale, et donc ça peut conduire à l'assèchement de bras secondaires ou de la végétation riveraine qui devient trop surélevée par rapport au chenal. Du coup, moi, j'interviens dans une question de suivi de ces milieux, notamment dans le cadre d'opérations de restauration. La partie suivi de ma thèse n'a pas encore débuté, donc ce dont je vais vous parler, ça va plutôt être la question de caractériser un état initial, et le suivi, ça sera pour la suite. Et du coup, cette caractérisation, ce suivi, je fais ça par télédétection parce que ça me permet d'avoir une image continue en fait de la basse vallée. Et j'utilise des outils comme des capteurs type hyperspectral et lidar topobathymétrique. Et ces outils, ils sont placés sur des vecteurs aéroportés qui vont du drone à l'avion. Un des outils, du coup, c'est l'imagerie LIDAR. L'idée qu'il y a derrière l'imagerie LIDAR, c'est que ça nous donne des détails morphologiques et ça nous informe donc sur la topographie de la basse vallée ainsi que sur l'épaisseur de la tranche d'eau si jamais on a un LIDAR bathymétrique, parce que tous les LIDAR ne peuvent pas pénétrer l'épaisseur de la tranche d'eau. Étant donné qu'on a un nuage de points 3D qui nous permet de visualiser la topographie et l'intérieur de la végétation, on a accès à la structure de cette végétation pionnière et aux successions végétales. C'est l'exemple que j'ai mis en image, où on a la rivière d'Ain qui est de ce côté. Juste au droit de la rivière, du coup, on a des saulaies pionnières qui s'implémentent et qui grandissent. Dans ces saulaies pionnières, on a des jeunes peupliers isolés qui commencent à percer les saules et qui donnent des peupleraies pionnières où ces mêmes saules disparaissent. Et finalement, ces peupleraies pionnières finissent par devenir matures avec un changement structural au sein des peupleraies. Et tout ça, du coup, c'est visible par de l'imagerie LIDAR. L'autre type d'outil que j'utilise, c'est l'imagerie plasma qui a un accès plutôt à des détails, entre autres, à des détails physiologiques, si jamais on considère la végétation. Donc, physiologique, c'est-à-dire des choses comme la teneur en eau ou des choses comme l'espèce végétale qu'on considère. L'idée, c'est que l'imagerie perspectrale se distingue de l'imagerie visible. L'imagerie visible, c'est ce qui est mis ici, c'est ce qui a pour but de restituer ce que l'on voit, en fait. Donc, pour restituer ce que l'on voit, ce qui se passe, c'est qu'on fait une image à partir de 3 images, une bleue, une verte et une rouge, sauf que l'image rouge, elle prend plein de teintes de couleurs dans le rouge, le jaune, l'orange. L'image verte, elle prend plein de teintes de vert différentes. L'image bleue, elle prend plein de teintes de bleu différentes. Et du coup, on arrive à voir, à restituer quelque chose qui correspond à ce que nous, on voit. Alors que dans l'imagerie hyperspectrale, elle peut être sur le visible ou sur l'infrarouge, mais à la place, on va aller plutôt chercher des teintes de couleurs spécifiques qui peuvent correspondre à des paramètres physiologiques comme la teneur en anthocyanine ou la teneur en chlorophylle des espèces. Et du coup, ça permet de mettre en avant des détails qu'on ne verrait pas avec de l'imagerie classique. Ici, par exemple, on voit dans une teinte plus bleutée, en général, des arbres qui correspondent plutôt à des saules matures dans la végétation. Et au-delà de la question des visualisations pures que je vous présente pour présenter les outils, et ben moi, dans mon travail, j'ai travaillé sur 2 volets. Le premier volet, c'est la bathymétrie, où j'ai voulu cartographier la bathymétrie par imagerie hyperspectrale. Pourquoi par imagerie hyperspectrale et pas par lidar topobathymétrique? Parce que les outils lidar qui sont disponibles pour cartographier la bathymétrie ne peuvent pas encore être portés sur des drones ou des choses comme ça. Donc, c'est forcément des campagnes par avion. Et du coup, j'ai réussi à restituer la bathymétrie de l'Ain sur 20 km de linéaire avec une vingtaine de centimètres de précision en médiane pour des profondeurs jusqu'à 2,50 m. 2,50 m parce que je n'avais pas de quoi calibrer pour des profondeurs plus élevées qui sont très rares sur la basse vallée de l'Ain. Pour le débit d'acquisition de l'image qui est à 120 m3 par seconde, donc le débit annuel moyen. Et par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a toujours des artefacts qui sont présents sur les images et qui sont liés à des choses comme la présence d'ombre, qui est clairement visible. Et c'est pour ça que j'ai pris cette image-là pour vous montrer ça. J'ai aussi travaillé sur un autre volet qui est la connectivité de la végétation et sur la façon dont l'imagerie hyperspectrale du coup, pouvait permettre d'aller plus loin en termes d'analyse de connexion de la végétation à la nappe.
donc de teneur en eau de la végétation, par rapport à juste de l'information topographique. Parce que l'information topographique, elle nous permet de savoir qu'une placette de végétation est plus élevée qu'une autre placette par rapport au chenal, mais on ne sait pas si jamais cette surélévation, ça conduit effectivement à une déconnexion. Alors qu'avec l'imagerie hypercentrale, j'ai pu prédire la connectivité-déconnectivité sur la teneur en eau, ce qui m'a permis de mettre en évidence un gradient de déconnexion amont-aval qui est lié à l'incision du chenal, ainsi que des gradients de déconnexion latérale près d'anciens chenals en fait, qui ne sont plus forcément alimentés. Et du coup, ça, c'est ce que j'ai fait moi pour le moment. Le reste du développement, ça va se porter sur les questions de suivi, donc sur faire d'autres campagnes. Mais après, une des questions clés, c'est quelles sont les retombées de sites de travail sur le long terme, notamment vers les bureaux d'études. Et à l'heure actuelle, il y a des blocages pour l'arrivée en bureau d'études, notamment le coût initial du matériel qui peut être très élevé parce qu'il faut acquérir un drone, des GPS, mais aussi surtout des capteurs, et les capteurs hyperspectrales ou LIDAR, topobathymétrique pour le LIDAR, on censé avoir des coûts qui sont assez importants, mais aussi parce que ça nécessite des compétences en géomatique, donc des compétences qui ne sont pas forcément présentes dans tous les bureaux d'études. Par contre, le point qui est positif, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des outils de ce type qui commencent à émerger pour les questions de diagnostic et de suivi au sein des bureaux d'études, comme l'imagerie thermique et l'imagerie infrarouge. Et ces outils-là sont des outils qui nécessitent un matériel et des compétences qui sont communes à celles que moi j'exploite. Et c'est aussi surtout des outils qui viennent d'avancer de la recherche au cours de la dernière décennie, pour vous donner un ordre de grandeur. Et il y a un deuxième aspect qui est potentiellement derrière les satellites et données ouvertes. Les satellites, à l'heure actuelle, ont une résolution spatiale qui est tendance à être trop grossière pour caractériser les milieux fluviaux, ou alors ça a tendance à être des images visibles et pas des images avec plus de précision. Mais par contre, il commence à y avoir des capteurs et des satellites qui émergent et qui permettent progressivement de faire quelques petites analyses dans ce type de milieu à l'échelle plutôt locale, plutôt qu'à l'échelle de bassin versant. Et c'est des données qui peuvent être parfois coûteuses, mais similairement, il y a des initiatives qui émergent et qui mettent à disposition les données qui sont gratuites, ainsi que des outils pour pouvoir les traiter. Et du coup, je vous remercie pour votre attention et vos questions sont les bienvenues, soit dans le chat, du coup, soit par mon adresse mail que vous pouvez noter qui est sur la diapositive. Merci. Merci Julien pour cette présentation. Voilà, est-ce que vous avez des questions pour Julien? N'hésitez pas à les écrire dans le chat. Peut-être avant qu'on reçoive une première question, Julien, du coup, comment ça va se passer la suite de ton étude sur le suivi d'une restauration? Alors du coup, l'idée, c'est que une raison pour laquelle on a choisi la Basse-Vallée de l'Ain et que je n'ai pas forcément trop mentionné, parce que je suis concentré sur la thématique de déconnexion et d'incision, c'est qu'il va y avoir des travaux de restauration sur la Basse-Vallée de l'Ain qui vont s'effectuer en fait dans le secteur qui est plutôt déconnecté, donc dans la partie là de la Basse-Vallée. Ces travaux de restauration, ça va consister en le fait de creuser un chenal, de réinjecter des graviers et tout ça. Et donc, en fait, il va y avoir ça qui va se passer pendant la période de septembre-octobre. Donc, il va y avoir ce type de travaux qui va s'effectuer. Et donc, moi, je vais acquérir de nouvelles données après cette étape initiale, juste avant les travaux, pour voir qu'est-ce qui a changé avant les travaux, acquérir des données juste après les travaux pour voir spatialement comment est-ce que les galets ont été réinjectés. Et puis l'année prochaine, l'idée, c'est de refaire une campagne pour voir les premiers résultats sur la végétation et sur la modification et la réponse du lit à ces travaux-là. Merci. Une autre question, est-ce que tu peux préciser la zone explorée?
Alors, la zone que moi j'explore, elle va de Pont-d'Ain, qui est ici, jusqu'à la boucle de Chazé-sur-Ain, qui est ici. En fait, en dessous de la boucle de Chazé-sur-Ain, c'est une zone qui est restreinte en termes de vol parce qu'il y a une centrale nucléaire. Donc, on n'a pas été volé en dessous. Et au-dessus de Pont-d'Ain, ce n'est pas un secteur qui est très intéressant. Donc, on s'est focalisé sur cette zone qui est vraiment entre Pont-d'Ain et la boucle de Chazé ici. Comment a été réalisé le calibrage pour la bathymétrie hyperspectrale? Alors, pour la bathymétrie hyperspectrale, on s'est principalement basé sur le modèle 2D qui est présent sur l'INRAE, parce qu'en fait, on a une campagne, la grosse campagne que je vous ai présentée, qui a été faite pour un débit de 120 mètres cubes, ce qui est vraiment pas mal, parce qu'on l'a faite en septembre. Donc, c'est un débit important, un débit assez important. Mais on a aussi des petites campagnes vraiment plus locales qui ont été faites principalement par drone et qui sont pour d'autres types de débits. Donc, du coup, on a utilisé le modèle de l'INRAE pour être capable d'ajuster les débits et de voir et de visualiser en fait la bathymétrie objectif pour différents types de débits. Et du coup, on a utilisé ça en termes de calibration et de validation, principalement parce que c'était un modèle bien calibré qui permettait d'avoir une information spatialement continue en fait, sur toute la zone d'étude. Mais en plus de ça, on a des données qui nous sont propres et qui correspondent à des choses comme des profils en long et qui nous permettent de valider, de valider également la bathymétrie résultante. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit qu'on n'était pas allé plus loin que des profondeurs de 2,50 m sur la campagne qu'on a faite, parce que les profondeurs qui sont supérieures à 2,50 m, ça correspond à vraiment très peu du linéaire cartographié, et ce n'est pas les profondeurs qui sont bien restituées dans ce type de modèle. Alors, quelles sont les applications classiques de l'hyperspectral en télédétection? Les applications classiques de l'hyperspectral en télédétection, c'est encore assez peu utilisé pour les milieux en rivière. En rivière, c'est encore assez peu utilisé. Du coup, les applications, il y a une bonne partie des applications qui est sur les milieux costauds, donc sur les milieux littoraux, où du coup, c'est des applications de type bathymétrie marine. Et il y a une grosse partie d'applications qui se fait dans les questions forestières en général, où ça va être des questions d'identification d'espèces, par exemple identifier des espèces, plutôt que des questions de déconnexion et de teneur en eau. Et est-ce que la bathymétrie peut fonctionner pendant les crues? Du coup, ce que nous, on a acquis, c'est une bathymétrie à 120 mètres cubes, alors que le débit de la rivière est à 20 mètres cubes par seconde. On a fait l'acquisition fin septembre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'on faisait l'acquisition, il y a eu une décharge de la part des barrages en amont. Et c'est pour ça que le jour où on a été fait l'acquisition, on a eu 120 mètres cubes de débit, alors qu'on était dans une période qui aurait été plutôt propice à des débits de basse eau. Donc, pour l'un, en tout cas, on a réussi à faire une analyse pendant un débit important pour la rivière et pas un débit de basse eau. Après, pour d'autres rivières, je ne sais pas forcément ce que ça donnerait parce que la précision parce qu'en fait, il faut être capable de voir le fond quand même. Donc, s'il y a trop de sédiments, ça peut poser en suspension, ça peut poser des soucis. Et en termes de profondeur, le type de profondeur que l'on peut visualiser dépend forcément en fait de la précision du capteur aussi, en entrée. Je sais qu'il y a des études qui ont été faites sur des morceaux de rivière très, très courts qui sont arrivés à des profondeurs très importantes comme 6 mètres, mais ce n'est pas ce sur quoi j'ai travaillé. Eh ben, merci Julien pour cette présentation et la réponse aux questions. On va peut-être du coup passer à la dernière présentation, cette fois qui est celle d'Ophélia. Bonjour à tous, moi je m'appelle Ophélia Gestin, je suis en deuxième année de thèse et aujourd'hui je vais voir avec vous comment on peut bien mesurer la bioaccumulation des contaminants métalliques
en rivière. Donc, pour améliorer l'évaluation de l'impact des contaminants métalliques chez les invertébrés, nous avons besoin de développer des biomarqueurs au niveau des organes du gamard, qui est une espèce sentinelle des rivières. Donc, quand le gamard est dans son milieu naturel, il peut être exposé à des métaux, ce qui va entraîner, entre autres, la fabrication de molécules au niveau de ses organes et de ses cellules, et ces molécules sont appelées des biomarqueurs. Donc, ainsi, quand le gamard il sera prélevé dans le milieu, il suffira de quantifier ces biomarqueurs pour pouvoir établir un diagnostic. Donc ici, une exposition aux métaux. Mais avant de développer ces biomarqueurs, nous avons besoin d'identifier les organes clés dans la contamination métallique. Donc, afin d'améliorer la connaissance du devenir des métaux chez le gamard et identifier les organes clés, j'étudie à travers ma thèse la toxicocinétique des métaux. Donc, par où ils entrent dans l'organisme, donc c'est l'assimilation. Dans quels organes ils vont, c'est la distribution. Par où ils ressortent, c'est l'élimination. Et l'étude de la toxicocinétique vise à quantifier la vitesse d'assimilation, de distribution et d'élimination, ici des métaux, au niveau soit de l'organisme entier, mais aussi au niveau des organes. Donc, pour cela, je travaille en collaboration entre 3 laboratoires qui sont situés à Lyon et à La Rochelle et qui m'apportent chacun un domaine d'expertise. Donc, les radioisotopes de métaux sont les métaux, ce sont les mêmes métaux que ceux qui sont retrouvés dans l'environnement, sauf qu'ils sont en quelque sorte hyperactifs et ils vont donc être facilement mesurables, détectables grâce à la libération de ce trop-plein d'énergie appelé la radioactivité. Et ça va nous permettre de travailler à de très faibles concentrations de métaux comme celles qui sont retrouvées dans l'environnement. Le gamard, c'est une espèce sentinelle, donc c'est-à-dire c'est une espèce qui nous permet de voir les changements précoces liés à son milieu qui sont dus à des stress comme par exemple la contamination métallique. Et enfin, la modélisation toxicocinétique, qui est aussi appelée modélisation TK, permet quant à elle de prédire et d'extrapoler nos données à des situations qui vont être retrouvées sur le terrain, à d'autres espèces, ou même de pouvoir les prolonger. Donc pour cela, je commence par mettre en place en laboratoire le protocole d'expérimentation que vous voyez ici. Donc, lors de la phase d'accumulation à gauche, les gamards sont mis en contact avec les différents radioisotopes de métaux. Et puis, au 7e jour, je les transfère dans de l'eau propre, donc sans contamination. Et ça, c'est la phase de d'épuration. Elle va permettre aussi d'étudier comment les métaux sont gérés et éliminés après une contamination. Et au cours de ces différentes périodes d'accumulation et de d'épuration, je prélève des gamards que je vais ensuite disséquer pour pouvoir récupérer les différents organes d'intérêt. Donc la tête, les sécas, qui sont l'équivalent du foie chez l'homme, les intestins, les branchies et les tissus restants. Ensuite, une fois que j'ai quantifié les métaux à l'intérieur des différents organes, j'ajuste un modèle toxicocinétique à un compartiment à mes différentes données. Donc, ce modèle, il part de l'hypothèse que les organes ils sont totalement indépendants les uns par rapport aux autres et qu'ils sont directement reliés à l'eau. Donc, on va avoir un graphique par organe qui va nous montrer, la phase d'accumulation et la phase d'élimination en fonction de nos données. Seulement, dans la réalité, tous les organes ne sont pas totalement indépendants les uns des autres. Donc, ils sont plutôt interconnectés et certains sont reliés à l'eau, mais pas d'autres. C'est pour cela que l'on va utiliser le modèle toxicocinétique multicompartiment, qui sont beaucoup plus complexes à mettre en place, mais qui sont beaucoup plus réalistes et permettent de donner aussi une idée du chemin que parcourent les métaux à l'intérieur du gamard. Donc là, les sorties que nous aurons, ce seront des graphiques qui vont montrer l'ajustement simultané entre tous nos organes. Les premières conclusions, donc, elles ont montré tout d'abord qu'il était possible de travailler sur les organes des petits invertébrés d'eau douce,
Et tout cela a des concentrations très faibles qui sont retrouvées dans l'environnement et donc dans les rivières. Que l'accumulation et l'élimination des métaux est différente selon les organes ou les métaux étudiés. Et aussi que la modélisation permet de connaître le chemin qui va être emprunté par les métaux entre les différents organes et ensuite pouvoir faire des prédictions. Donc, ces résultats vont rendre possible la proposition d'organes clés pour pouvoir développer les biomarqueurs qui est le projet de l'ANR Approve. Et je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Ophélia. Pareil, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat par rapport à sa présentation. En attendant une première question, peut-être, est-ce que tu peux, de tes premiers résultats ou des intuitions que tu as, nous dire les informations que pourraient apporter les différents organes en termes de type de contamination? Alors, sur les informations, si on prend un organe comme l'intestin, par exemple, c'est un organe qui va accumuler très rapidement et beaucoup, mais qui va aussi éliminer très vite. Et avec toujours un niveau un peu basal qui serait l'élimination des autres organes qui se ferait via l'intestin. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être utilisé pour une contamination très récente. Ensuite, il y a des organes comme les branchies, par exemple, qui, eux, vont beaucoup plus stocker certains métaux comme le cadmium. Et en prélevant les gamars dans le milieu, on pourrait donc étudier justement ce stockage et voir comment, à quelle quantité les gamars ont été exposés. Merci. Une question sur la modélisation. De quelle façon la modélisation peut-elle permettre de connaître le chemin d'un métal dans les différents organes? Alors, à partir de ce schéma sur la gauche, nous allons faire des sous-modèles en enlevant au fur et à mesure les flèches une par une. Et nous allons sélectionner au final les flèches éliminées les plus probables pour avoir pour avoir un schéma final avec juste les flèches utiles, entre guillemets, et celles qui n'existeraient pas dans la réalité. Je ne sais pas si c'était clair. Très bien. Et quels sont les métaux contaminants qui pourraient être suivis avec cette méthode en dehors du cadmium? Alors, il y a différents contaminants. Ceux qui ont été choisis dans le cadre de l'ANR Approve et de ma thèse, ce sont ceux notamment qui sont suivis dans le cadre de la DCE, donc la directive cadre sur l'eau. Donc, avec le cadmium, mais aussi le zinc, qui lui est un élément essentiel, et l'argent. Mais ça pourrait être beaucoup d'autres métaux. Il faudrait d'abord en laboratoire voir un peu les différents mécanismes de gestion et après, ça pourrait être très bien appliqué sur le terrain. Par rapport au protocole, est-ce qu'il s'agit d'un prélèvement de gamars sauvages ou mise en place de gamars en cage, et quel est le temps d'exposition? Alors, ce sont des gamars qui sont pêchés dans une cressonnière par l'équipe INRAE, enfin l'équipe Riverly à INRAE, et qui sont stabulés, mis en élevage justement à INRAE. Et ensuite, je les reçois et je les contamine pendant 7 jours. Du coup. Et est-ce que... oui, du coup, la question était précisée, si on envisage des mesures en milieu naturel.
Oui, en milieu naturel, du coup, ce serait plus les biomarqueurs, donc l'étape d'après qui serait mesurée dans les différents organes, du coup. Et du coup, est-ce que comment se ferait le prélèvement? Comment tu peux imaginer le prélèvement des gamarres en milieu naturel? Est-ce qu'il serait du coup des gamarres sauvages ou mis en cage? Et quel temps d'exposition tu penses qu'il faudrait pour pouvoir faire une analyse? Si tu peux déjà répondre à ça ou avoir un avis. Alors pour le prélèvement, je pense qu'on pourrait les prélever directement dans les rivières. Après, moi, j'ai jamais été dans les rivières, donc je ne sais pas trop si c'est facile ou pas de les prélever directement dans les rivières. Mais sinon, on pourrait tout à fait envisager de faire un encagement de gamarres et les récupérer au bout d'un certain temps. Donc après, pour le temps d'exposition et avoir la réponse des biomarqueurs, ça, je ne pourrais pas y répondre parce que je ne travaille pas du tout sur la partie biomarqueurs. Mais pour certains métaux comme le cadmium, nous avons vu que déjà à partir de 24 heures, au bout de 24 heures, les gamarres accumulent déjà beaucoup dans certains organes. Une autre question, quelles techniques permettent de caractériser les transferts interorganes pour consolidation du modèle? Comment ça, quelle technique? Jean-François Froger, peut-être si vous voulez préciser la question. Oui, oui, oui. Bah, en fait, excusez-moi, mais j'ai bien entendu la première question là, qui parlait du modèle multicompartiment et que vous excluiez de façon progressive les flèches une à une et vous parliez de relations utiles. Bah, en fait, excusez-moi, parce que moi, j'ai pas compris votre réponse parce que je me disais, mais comment à un moment donné aussi vous étudiez de façon biochimique, enfin, de façon physiologique, ces éléments de transfert de façon très concrète pour être sur des... Parce qu'effectivement, dans la bioaccumulation, on sait que c'est un élément de complexité sur des possibles transferts saisonniers, etc., avec des accumulations variables, avec la variabilité temporelle, enfin bon, bref. Mais comment concrètement, j'ai pas, en fait, j'ai pas bien compris votre réponse, tout simplement. Oui, bonjour. En fait, moi, j'encadre sur cette partie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on on fait de l'ajustement de modèle, c'est-à-dire que derrière ce schéma, il y a des équations différentielles avec des paramètres et chaque paramètre représente une flèche. Et ce qu'on essaye de trouver, c'est la meilleure combinaison de valeurs de paramètres qui fait en sorte que les courbes que vous voyez après à droite dans le graphique passent le mieux dans toutes les données simultanément. Et donc après, on fait de la sélection de modèles, donc on retire les flèches une par une et on regarde quelle flèche a le moins d'influence sur l'ajustement et qui ne change pas l'ajustement. Et donc, in fine, ce qu'on cherche, c'est le modèle, ce qu'on appelle le plus parcimonieux, c'est-à-dire le modèle qui décrit le mieux les données avec le moins de paramètres possible. Et un paramètre pour nous, c'est une flèche, donc un lien entre les organes. Donc, in fine, ce qu'on a, c'est un schéma parcimonieux que nous ressort toute la méthode mathématique et statistique derrière, mais ça ne veut pas dire que c'est le vrai schéma qu'on aurait si on était capable de vraiment mesurer les flux entre les organes. Ça nous donne un schéma hypothétique, vu qu'on a l'intérêt qu'on a, c'est qu'on a quand même le suivi dans les organes au cours du temps. Donc, ça nous permet d'inférer, de pouvoir un peu espérer comprendre ce qui se passe entre les connexions entre les organes, mais ça reste pour l'instant un petit peu théorique. Du coup, il y a une question, est-ce qu'on considère qu'un organe est une source pour un autre organe? Oui, effectivement. Un organe peut être une source ou un puits d'ailleurs pour un autre organe, puisqu'ils sont tous interconnectés entre eux. Donc voilà. Merci Ophélia. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Je pense qu'on a le temps. Donc, est-ce qu'on peut finalement imaginer mesurer une contamination sur le long terme ou sur le court terme selon l'organe?
Oui, tout à fait. Je pense que, en tout cas, comment dire? En tout cas, de ce que l'on voit au niveau quantité de métaux dans les différents organes, certains, comme l'intestin, pourraient être utilisés pour le très court terme, d'autres, comme les CK ou les branchies, pour le long terme, voire le très long terme. Après, pour toute la partie biomarqueur, je ne sais pas encore, j'ai pas encore vu les résultats des autres collaborateurs qui sont dans l'ANR. Donc, je pourrais peut-être répondre à cette question d'ici quelques mois. Merci beaucoup. Pareil, n'hésitez pas à contacter Ophélia si vous avez d'autres questions, soit par mail, soit par le chat. Et je vais rendre la parole à Antoine, peut-être pour conclure ces belles présentations.